Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une notion qui est assez importante dans le programme des TSI, à savoir la notion de déterminant. Donc, on va commencer par le plus simple et le plus classique, le déterminant d'une matrice carrée. Donc, on prend en fait toutes les matrices carrées, donc vous voyez n pour matrice n, il n'y a qu'une seule dimension, ça veut dire que c'est carré. De K. Voilà. Et donc ce sont les matrices à coefficient réel ou à coefficient complexe. Et on considère les applications donc, de Mn de K dans K. Alors vous savez qu'on appelle ça aussi les formes linéaires quand une application linéaire arrive dans l'espace vectoriel de départ. Mais ici, il ne s'agit pas d'une application linéaire. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé ici le terme forme linéaire, bien entendu. Donc, avec un certain nombre de propriétés, ces applications doivent être linéaires par rapport à chacune des colonnes. C'est-à-dire que si on a une colonne qui est combinaison linéaire de deux autres colonnes, excusez-moi, si on a une colonne qui est combinaison linéaire de deux vecteurs, eh bien, le déterminant va être la combinaison linéaire des déterminants en remplaçant systématiquement cette colonne par chacun des vecteurs. Toutes les autres colonnes étant inchangées. On multiplie aussi par -1 le déterminant quand on inverse deux colonnes. Et on pose que la matrice identité a pour image 1. Et le théorème dit quoi? Le théorème dit qu'en fait, des applications qui vérifient toutes ces propriétés, en fait, il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y a qu'une seule application. Et c'est cette application qu'on va appeler le déterminant de la matrice. Donc le déterminant d'une matrice, c'est une application qui est, alors on appelle ça multilinéaire, ou n linéaire si on est en dimension n, donc qui est linéaire par rapport à chacun des vecteurs colonnes. On appelle ça aussi alterné, ça veut dire que si on inverse deux colonnes, si on échange deux colonnes, si vous voulez, pas le terme inversé, si on échange deux colonnes, le déterminant est multiplié par -1, et la matrice identité a pour déterminant 1. Donc cette application dont on a posé par l'énoncé du théorème qu'elle est parfaitement définie par cet ensemble de conditions, cette application s'appelle le déterminant. Et on va faire cette démonstration uniquement en dimension 2. Alors, pourquoi uniquement en dimension 2 ? Pour une raison fort simple, c'est que soit on l'a fait en dimension n, mais il y a plein d'indices partout, et c'est pas évident que ça vous aide à suivre beaucoup, soit on l'a fait en dimension 3, mais c'est déjà très long à écrire. En dimension 4, il faudrait largement une page. Alors, quand on veut parler du déterminant, on le note en fait comme une matrice carrée, sauf que au lieu de mettre, vous voyez ici, au lieu de mettre des parenthèses, on met des barres verticales, une seule barre verticale. Donc on va calculer le déterminant d'une matrice ABCD, et on va bien montrer par là même que le théorème est vrai en dimension 2, on admettra qu'il est vrai dans n'importe quelle dimension. Donc on prend ça, et on va d'abord faire jouer la linéarité par rapport au premier vecteur colonne. Alors le premier vecteur colonne, on va l'écrire A fois le vecteur 1, 0, plus B fois le vecteur 0, 1. CD restant ici immuable, comme l'application qu'on appelle le déterminant est linéaire par rapport à la première colonne, et comme tout à l'heure on verra qu'elle est aussi linéaire par rapport à la deuxième ou la troisième ou n'importe quelle colonne, et bien évidemment on aura le déterminant ABCD, je donne les vecteurs en colonne, égale A fois le déterminant 1, 0, CD, plus B fois le déterminant 0, 1, CD. Tout simplement parce que le vecteur colonne AB, c'est A fois le vecteur 1, 0, plus B fois le vecteur 0, 1. Voilà, maintenant on va développer chacun de ces termes-là par linéarité par rapport à au deuxième vecteur colonne.
Et on va écrire le vecteur colonne CD comme étant C fois le vecteur 1, 0, toujours présenté en colonne, plus D fois le vecteur 0, 1. En fait, on isole les coefficients les uns après les autres. Donc le déterminant ABCD, on ne sait pas encore que c'est un déterminant, mais on ne va pas jouer au plus fin. Donc c'est A fois, alors ici on obtient C fois 1, 0, 1, 0, plus D fois 1, 0, 0, 1. En effet, la première colonne ici, regardez avec le coefficient de A, c'était toujours un 0. Et donc on a fait jouer cette fois-ci la linéarité par rapport à la deuxième colonne. Donc le vecteur CD, c'est bien C fois 1, 0, plus D fois 0, 1. On fait pareil de l'autre côté avec le vecteur CD qui est remplacé par C fois le vecteur 1, 0, plus D fois le vecteur 0, 1. Cette fois-ci avec le B, et en première colonne, cette fois-ci 0, 1, mais on n'y touche pas. Alors, ce déterminant-là, on va remarquer qu'il est nul automatiquement, puisque si j'inverse les deux colonnes, il se passe quoi? Rien. Donc ce déterminant est égal à son opposé. Donc n'importe quel nombre réel ou complexe qui est égal à son opposé est évidemment nul. Donc ce déterminant-là va être nul. OK. Celui-ci maintenant, c'est exactement la même chose. Si j'échange les deux colonnes, quand je dis inverser, c'est échanger aussi, les deux colonnes, eh bien j'obtiens l'opposé. J'obtiens l'opposé, mais j'obtiens aussi l'opposé du même, puisque les deux colonnes étant identiques, quand je les échange, ça ne se voit pas évidemment. Par définition, le déterminant 1, 0, 0, 1, ou le candidat déterminant, ça fait 1. Et donc, qu'est-ce qui nous reste au bout du compte ici? Il nous reste à traiter ce cas-là. En effet, ce cas-là, on le retrouve où ça? On le retrouve là. Vous voyez que celui-ci, on ne le connaît pas. Ça, c'est la matrice identité. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Et celui-là, on ne le connaît pas. Donc, pour le connaître, on revient à la deuxième page du cours. Eh bien, ce déterminant-là, on va dire que c'est l'opposé du déterminant obtenu en échangeant les deux colonnes. Alors, mais le déterminant obtenu en échangeant les deux colonnes, ça fait la matrice identité, donc ça fait moins 1. Et donc finalement, le déterminant ABCD, c'est bien AD moins BC. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est un déterminant, bien évidemment, même si tout au long de la démonstration, j'ai utilisé le terme déterminant fort abusivement, mais pour une meilleure compréhension, tout simplement. Alors, interprétation en dimension 2 ou en dimension 3. En dimension 2, vous remarquerez évidemment que A, B, C, D, ce déterminant, c'est AD moins BC. Donc, c'est le déterminant qu'on connaît depuis toujours. Le même calcul, qui sera 3 fois plus long, nous donnerait le déterminant connu en dimension 3, que vous avez déjà vu en première année, mais aussi que vous avez vu en génie électrique, en génie mécanique, enfin dans certaines disciplines où on utilise cette notion de déterminant. Alors, si on interprète ceci comme un déterminant de vecteur dont on a mis les coordonnées en colonne dans une base orthonormale, eh bien, le déterminant de UV, c'est l'aire algébrique du parallélogramme construit sur U et V. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aire algébrique? Ça veut dire que c'est une aire qui peut avoir un signe. Si on passe de U à V directement, ce sera positif. Si on passe de U à V en étant obligé de tourner dans le sens inverse du sens trigonométrique, ce sera négatif. Voilà. Donc, en dimension 3, le déterminant va cette fois-ci être le volume algébrique du parallélépipède construit sur UVW. Alors ce volume est positif si UVW est direct et négatif si c'est indirect. Attention, ceci si ce sont évidemment des vecteurs dans une base orthonormale, directe évidemment. Voilà. Alors quelques petites propriétés. Le déterminant d'une matrice qui a une colonne nulle, il est nul.
Bah oui, hein, bien évidemment. Comment vous faites ça? Bah, vous prenez n'importe quelle autre colonne, enfin, vous développez par linéarité par rapport à ce vecteur colonne, et vous écrivez que votre vecteur colonne, c'est 0 fois le vecteur colonne. Donc comme un vecteur, c'est 0 fois ce vecteur, ben le 0, il sort en facteur, et ça vous donne un déterminant nul. Voilà. Le déterminant d'une matrice qui a deux colonnes égales est nul aussi. Voilà, il suffit d'échanger les deux colonnes. Le déterminant devient son opposé, mais comme les deux colonnes étaient égales, ça ne change strictement rien. Ensuite, quelque chose qui prouve qu'on n'a évidemment pas de la linéarité. Si on prend le déterminant de lambda fois une matrice, et qu'on est en dimension n, eh bien on a lambda puissance n fois le déterminant de A. C'est-à-dire que si on est en dimension 2, si je fais lambda fois une matrice, son déterminant, ce sera lambda carré fois déterminant de A. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous faites jouer la linéarité par rapport à la première colonne, vous avez un lambda qui sort. Et si vous faites jouer la linéarité par rapport à la deuxième colonne, vous avez un deuxième lambda qui sort en facteur, ici pour la dimension 2. Et donc vous allez trouver lambda carré fois le déterminant de la matrice d'origine. Donc ce n'est pas linéaire, hein. On est bien d'accord. Le déterminant n'est pas une application linéaire, c'est une application qui est linéaire par rapport à chacun des vecteurs colonnes. Alors, si une matrice est diagonale, le déterminant D est le produit des éléments de la diagonale. Bah, il suffit de faire jouer n fois la linéarité, mais ça va très très vite. La première colonne ayant un A en première position, on sort le A, on obtient un 1. La deuxième colonne a un B en deuxième position, des zéros partout ailleurs, on sort le B en facteur, etc. Donc tous les coefficients sortent et il nous reste la matrice identité derrière. Donc ça, c'est pas difficile. Alors ensuite, une propriété qui est plus délicate à démontrer, qu'on pourrait démontrer, mais ça n'a pas un intérêt fou, c'est purement technique, qui est que le déterminant d'une matrice transposée, c'est le déterminant de la matrice. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on a fait en ligne, eh bien, on va pouvoir le faire en colonne. Ce qu'on a fait en colonne, pardon, on va pouvoir le faire en ligne, sans aucune difficulté, puisque si vous voulez faire des opérations sur les lignes, eh bien, de linéarité sur les lignes, vous transposez, vos lignes deviennent des colonnes, vous faites votre linéarité sur vos colonnes, et puis vous retransposez, les colonnes redeviennent les lignes, et puis vous retrouvez avec une linéarité sur les lignes, sur chacune des lignes, bien entendu. Alors, manipulation de colonnes, on ne change pas la valeur d'un déterminant s'il y a une colonne ou une ligne, on ajoute une combinaison linéaire des autres colonnes ou lignes. En effet, si on fait à ce moment-là jouer la linéarité par rapport à cette colonne où on a ajouté des termes, eh bien, on va se retrouver avec le déterminant du départ, plus des tas de déterminants qui seront nuls, puisqu'ils auront tous deux colonnes identiques, puisqu'on a remplacé un vecteur, enfin, on a ajouté à un vecteur une combinaison linéaire des autres vecteurs colonnes. Donc, quand on se fait jouer la linéarité, ben, il y en a n-1. Si on est en dimension 10, il y en a 9 sur 10 qui vont avoir deux colonnes identiques. Voilà. Alors, le déterminant d'une matrice triangulaire, ça, c'est quelque chose d'important et qui sert très souvent. Donc, voilà une matrice triangulaire. Eh bien, c'est le produit des éléments de la diagonale. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais pour faire ça? Ben, je factorise par A1. Ici, j'ai un 1 et tous des zéros. Et à la deuxième colonne, je vais enlever x fois la première colonne, mais avec le A1 qui est sorti. Donc ici, je vais faire apparaître un 0. Le reste va être inchangé. Et je vais faire ça pour toutes les colonnes. Donc, ma deuxième colonne va se retrouver 0, A2 et que tout des zéros, puisque c'était déjà tout des zéros. Et je vais sortir le A2 par linéarité. Ensuite, je vais à la troisième colonne, enlever le bon nombre de fois la deuxième colonne pour faire apparaître un 0 à cet endroit-là. Et il va me rester que A3 en dessous, etc., etc., etc. Donc,
C'est ce qu'on illustre ici. C'est un tout petit peu plus finalement compliqué à écrire qu'à penser. Et on finit, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a utilisé cette propriété qui est intéressante, qui consiste à remplacer une colonne par une combinaison linéaire des autres colonnes, par ajouter à une colonne, une combinaison linéaire des autres colonnes. Il ne faut surtout pas remplacer, il faut ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes pour faire apparaître des zéros. Et quand vous avez un seul terme non nul, vous pouvez par linéarité vous sortir ce terme, et puis ensuite tout rentre typiquement dans l'ordre. Alors, déterminant du produit de deux matrices, c'est le produit des déterminants. Et le déterminant d'une matrice inversible, donc le déterminant de son inverse, c'est l'inverse du déterminant. Vous voyez que là, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, vous vous souvenez que quand on transposait, par exemple, ou quand on prenait l'inverse du produit de matrice, il fallait inverser l'ordre. Ici, c'est pas la peine, parce qu'en fait, déterminant de A et déterminant de B, ce sont ce qu'on appelle des scalaires, c'est-à-dire soit des réels, soit des complexes, selon qu'on travaille sur R ou sur C. Et donc, comme le produit des réels ou complexes est commutatif, ici, il ne se passe rien. Par contre, pour transposer un produit ou prendre l'inverse d'un produit, il faut absolument inverser l'ordre des matrices. Voilà, donc le théorème suivant, alors ça c'est une condition nécessaire et suffisante et qui justifie la notion de déterminant. Un déterminant, en fait, s'il est nul, il détermine que la matrice n'est pas inversible, et s'il n'est pas nul, il détermine que la matrice est inversible. Voilà la première chose que détermine un déterminant. S'il est nul, la matrice n'est pas inversible. S'il n'est pas nul, la matrice est inversible. C'est bien une équivalence. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Alors, déterminant de deux matrices semblables, en fait, on a tout fait en disant que le déterminant d'un produit de matrice était le produit des déterminants. Donc, si on a B égale P moins 1 à P, je vous rappelle que ça correspond à l'une des deux approches, l'un des deux éclairages d'une matrice semblable, de deux matrices semblables, il existe une matrice de passage P telle que B égale P moins 1 à P. Matrice de passage, c'est simplement une matrice inversible. C'est une matrice de changement de base. Et l'autre point de vue, qui consiste à dire que deux matrices semblables sont deux matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes. N'oubliez jamais ces deux points de vue-là, parce que c'est souvent un moteur en changeant de point de vue dans un problème, dans une question, pour avancer. Donc le déterminant de B, c'est donc le produit des trois déterminants. On peut le faire les deux premiers, puis le troisième, puis recommencer. Le déterminant de P-1, vous savez que c'était 1 sur le déterminant de P. Donc, fois le déterminant de P, ça fait 1, fois le déterminant de A. Voilà. Alors, calcul de déterminant en dimension 2, vous connaissez. En dimension 3, on vous a peut-être appris, peut-être en physique, peut-être en méca, ou tout ce que vous voulez, la règle dite de Sarus, qui consiste à développer comme ça, AEI plus DHC, on complète les colonnes en les réécrivant dans le même ordre, plus GBF, et moins CEG, moins FHA, moins IBD. Voilà. Et alors, ça c'est très pratique, ça a un seul défaut, et il est énorme, donc c'est vraiment un truc auquel il faut faire très attention. Ça marche en dimension 2, ça marche en dimension 3 et ça ne marche plus après. Donc c'est vraiment un piège à con, si je peux me permettre, de considérer ces choses-là, parce que c'est très, 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 très dangereux, ces choses-là. Cette règle-là qu'on généraliserait facilement quand on est élève, mais voilà. Alors, déterminant suivant une ligne ou une colonne,
Alors il faut d'abord comprendre un truc que je vais appeler le terme correctif de signe. Et en fait, c'est un tableau qui possède en ligne I, ligne J, colonne J, moins 1 puissance I plus J. Et ce terme va permettre de corriger un certain nombre de signes pour développer un déterminant selon la Jm colonne ou selon la Im ligne. Alors, comment on fait ça? Eh bien, en fait, quand vous calculez un déterminant selon la Jm colonne, vous prenez, quand vous développez selon une colonne, ça veut dire que c'est votre numéro de ligne qui va changer. Donc, pour toutes les lignes de I égale 1 à n, on va faire la somme des termes. Alors, le moins 1 puissance I plus J, qui est le terme correctif de signe que je viens de donner, le AIJ, qui est le terme en IM ligne, JM colonne, et le delta IJ. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand delta IJ? Bien, c'est le déterminant obtenu à partir du déterminant de départ en enlevant la ligne I et la colonne J. Voilà. Donc, la colonne J qu'on enlève, c'est toujours la même. Par contre, la ligne I qu'on enlève est différente à chaque calcul. Mais on peut aussi, et ça se montre à la limite en admettant, comme on l'a fait, que le déterminant de la transposée, c'est le déterminant de la matrice, on peut aussi développer selon il y a la IM ligne. Et à ce moment-là, ça vous donne la chose suivante. C'est comme vous développez selon une ligne, c'est le numéro de colonne qui va changer, donc somme de J égale 1 à n, J représente le numéro de colonne. Toujours votre terme correctif de signe, moins 1 puissance I plus J, qu'il ne faut pas oublier. Toujours votre AIJ, le déterminant qui est dans cet endroit-là, qui est à cet endroit-là, ligne I colonne J. Et toujours delta IJ, le déterminant qu'on obtient en enlevant la IM ligne et la JM colonne. Alors, quel est l'intérêt de cette chose-là? Eh bien, c'est que vous transformez l'écriture d'un déterminant en somme de déterminants qui sont de dimension un petit peu plus petite. Alors, vous allez me dire, mais bon, on ne gagne pas grand-chose. Ben si, parce qu'on va s'arranger toujours pour développer selon une ligne ou une colonne qui possède que très très peu d'éléments non nuls. Ce qui fait que ce sigma-là va comporter un ou deux ou maximum trois termes, même quand on est dans des grandes dimensions. Voilà. Et comment on va faire apparaître des termes nuls? Ben, on va faire apparaître des termes nuls, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'était là. Voilà. Quand on fait des manipulations de colonnes, et je vous rappelle qu'on peut faire des manipulations de lignes de la même façon, on peut, sans changer le déterminant, ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, ou ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Eh bien, cette manip-là va se faire assez souvent pour faire apparaître des zéros, et si possible beaucoup de zéros, dans une ligne ou une colonne. Et quand on aura beaucoup de zéros dans une ligne ou une colonne, eh bien dans le calcul pratique d'un déterminant tel qu'il est, il va bientôt arriver, tel qu'il est là, eh bien si vous n'avez que deux termes non nuls dans une ligne ou une colonne, eh bien votre sigma se résume ici à deux termes. Et donc on va par exemple transformer un déterminant nn en deux déterminants n-1, n-1. Voilà. Et donc c'est le but est de réduire cette dimension. Voilà. Alors, les exemples, on peut par exemple rechercher une formule de récurrence. Alors, quand vous avez un déterminant, surtout quand vous travaillez sur votre brouillon, ou pour les gros salles qui travaillent directement sur leur copie, faire calculer un déterminant, ce n'est pas une histoire de gros salles. Il faut que les colonnes et les lignes soient bien alignées, sinon vous allez vous y perdre dans les termes et vous allez croire qu'un terme est sur telle ligne alors qu'il est sur telle autre, ou qu'un terme est dans telle colonne alors qu'il est dans telle autre. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser un peu plus de papier que d'habitude et faire des choses bien propres, bien droites ici. Alors ici, et quand la dimension est inconnue, ou
On la connaît, c'est n, mais n, on ne le connaît pas. Donc voilà. Eh bien, quand on écrit un déterminant comme ça, on met ici, souvent, un petit n pour rappeler la dimension, parce que ça ne saute pas aux yeux. Pour un déterminant 3,3, ça saute aux yeux, mais sinon, ça ne saute pas aux yeux du tout. Donc, on appelle ça delta n. Je vais développer première colonne par linéarité. Donc, j'obtiens 2 delta n moins 1. En effet, la première colonne, c'est 2 fois 1, 0, 0, 0, plus une fois 0, 1, 0, 0, 0, 0. Alors, donc, je vais obtenir 2 fois le déterminant obtenu en enlevant cette ligne et cette colonne. Mais si je regarde le déterminant obtenu en enlevant cette ligne et cette colonne, c'est le même au rang n-1, ce qui explique mon 2 fois delta n-1. Moins, parce que ça c'est mon terme correctif de signe, le 1 qui est là, son numéro de ligne c'est 2, son numéro de colonne c'est 1, donc i plus j vaut 3, moins 1 puissance 3 c'est moins 1, donc ça va faire apparaître le moins qui est là, le 1 de la linéarité, et c'est là qu'il faut travailler très proprement. Vous enlevez cette ligne-là et cette colonne-là. Alors, je vous invite à vous y entraîner sans regarder la page 6 qui est juste derrière, pour voir si vous avez bon, et vous obtenez ceci. C'est-à-dire que vous avez votre première colonne comporte 2 fois D1, et ensuite votre deuxième colonne est un peu particulière, et après vous allez retrouver votre structure habituelle beaucoup plus proche, ou non, dès ce niveau-là, vous retrouvez votre structure habituelle. Là, c'est le déterminant d'origine, puisqu'on n'y a pas touché. Alors maintenant, il faut jamais oublier non plus une chose en pratique, c'est qu'on peut travailler en colonne et on peut travailler en ligne. Et en pratique, il est souvent moteur dans des déterminants NN, une fois qu'on a travaillé en colonne, de regarder ce que ça donne en ligne. Et c'est le cas ici, puisque cette première ligne ne contient qu'un seul terme non nul. Donc si je développe par linéarité par rapport à cette première ligne, je vais obtenir qu'une fois, puisque le coefficient là est 1, et le terme correctif de signe c'est moins 1 au carré, donc ça fait 1. Et puis ce déterminant-là. Ce déterminant-là, c'est quoi ? C'est votre déterminant du départ, privé de ces 2 premières lignes et 2 premières colonnes. 2 premières lignes et 2 premières colonnes. Écrivez-en davantage pour bien vous en persuader, et bien vous verrez, c'est le même déterminant. Donc vous allez avoir delta n qui est 2 delta n-1 moins delta n-2. Alors n'hésitez jamais à en écrire plus, et faites attention aussi dans le calcul, les élèves ont souvent, très souvent, ça arrive même aux profs de temps en temps, encore, envie de prendre leur désir pour des réalités. Ah ben voilà, je vais trouver ce déterminant-là que j'aime bien et que je reconnais, etc. Non, faites le calcul sérieusement. Quelquefois, on ne retrouve pas le déterminant qu'on avait envie de retrouver directement. Voilà. Donc, ici, à partir de ça, si j'ai delta 1 et delta 2, ou bien delta 2 et delta 3, si ça vous embête de calculer delta 1, eh bien, je vais pouvoir de proche en proche facilement calculer delta 4, delta 5, delta 6, etc., sans trop de complexité. Alors, on peut aussi travailler en manipulation de lignes ou de colonnes. Donc là, je vais vous laisser l'exemple lui-même. Ce déterminant, c'est en fait la valeur absolue de la différence entre le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc en fait, la structure qu'il a, il est toujours en dimension n, effectivement. Il faut que n soit supérieur ou égal à 3, sinon ça va un peu foirer. Et vous avez des zéros sur la diagonale. Sur les semi-diagonales juste au-dessus ou juste en dessous, vous avez des 1, parce que là, vous avez 1 comme différence entre le numéro de colonne et le numéro de ligne. Le numéro de colonne, le long ici, il est de 1 de plus que le numéro de ligne, comme il y a une valeur absolue moins 1, c'est 1. Et ici, le numéro de ligne est 1 de plus que le numéro de colonne. Donc la valeur absolue ne sert à rien, mais ça fait des 1. Puis après, vous avez des 2, puis après, vous avez tout ce que vous voulez. Donc,
Et ici, on va faire une manip. Alors, je vous invite à la lire et à la faire. Ça ne sert à rien que je vous la commente. Je vous explique simplement comment ça marche. Et en fait, à chaque ligne, de la dernière à la seconde, on enlève la précédente. Faites très très attention à ce type de manœuvre-là. Parce que, souvenez-vous des opérations qu'on avait le droit de faire, c'était des opérations successives. Ok, c'était ajouter à une ligne ou une colonne une combinaison linéaire des autres lignes et colonnes, et pas des opérations en même temps sur plein de lignes et plein de colonnes. Ok, donc vous devez bien vérifier que vous pouvez faire ces opérations successivement. Ce qui est précisé ici en disant de la dernière à la seconde. En effet, qu'est-ce que je modifie ici? J'enlève la ligne précédente. Pardon. Donc, à la dernière ligne, j'enlève la ligne précédente. Donc, la seule chose que j'ai changée, c'est la dernière ligne. Mais comme ensuite, je remonte et que je m'intéresse à l'avant-dernière ligne, le deuxième coup, eh bien, rien n'a changé, puisque je vais lui enlever la précédente. Or, la précédente, c'est-à-dire l'avant-avant-dernière, je ne l'ai pas modifiée. OK? Donc, je peux faire ces manœuvres, bien que j'en fasse n-1, comme ça, manip de ce type-là, n-1 ou n-2, ça n'a pas grande importance, manip de ce type-là, il faut toujours que je vérifie que je puisse les faire successivement. C'est-à-dire que je n'utilise pas une ligne ou une colonne qu'en fait je viens de modifier. Mais comme je ne l'écris pas, je l'utiliserai dans la version d'origine et ça entraîne des catastrophes quasi systématiquement ça. Donc, c'est bien indiqué, ces opérations sont faites successivement, il faut vérifier qu'on puisse les faire successivement. Donc, faites le calcul, mais sans regarder ça, et vérifiez qu'on a bien ça. Et ensuite, à chaque ligne, de la dernière à la troisième, on enlève la précédente. On a notre vieil adage qui dit que comme on vient de travailler en ligne, c'est souvent intéressant de travailler en colonne. Et puis, on continue un petit peu, et puis finalement, il ne reste pas grand-chose, et ça se résout très bien. Attention, ça se résout très bien, parce que là, c'est bien présenté dans l'exemple, que les colonnes et les lignes sont bien alignées, qu'on applique les règles en vérifiant que ça puisse se faire successivement, etc., etc., etc. Il est très très facile, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où je me suis retrouvé en séance de TD avec des élèves qui à un moment se retrouvaient avec des déterminants de matrices qui n'étaient plus carrés. Voilà, ils avaient moins de lignes que de colonnes, ou moins de colonnes que de lignes. En général, il y avait un de différence, mais enfin quand même, ça n'a plus aucun sens après. Bien, pour terminer, se rapprocher de la fin de ce chapitre, on va s'intéresser aux déterminants d'une famille de vecteurs dans une base. Voilà, donc déterminants d'une famille de vecteurs. Et on est dans une base. Donc on prend une famille de vecteurs U1, U2, UN. En fait, comme on est dans une base, on peut former la matrice des coordonnées en colonne de U1, U2, UN dans la base qu'on a, puisqu'on est dans une base. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec une matrice n lignes, n colonnes. Pourquoi n colonnes? Parce qu'on a n vecteurs. Pourquoi n lignes? Parce que chaque vecteur a n coordonnées dans la base, puisqu'on est en dimension n. Alors, faites attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand vous calculez un déterminant 3,3, c'est que vous êtes d'une famille un déterminant 3,3 de vecteurs, de 3 vecteurs, c'est que vous êtes en dimension 3. Il ne peut pas y avoir de différence. Un déterminant de 3 vecteurs en dimension 4, ça n'a pas de sens. Ok, vous êtes obligé, un déterminant de 2 vecteurs, c'est en dimension 2, un déterminant de 3 vecteurs, c'est en dimension 3. Il faut en effet que les matrices qu'on considère soient des matrices carrées. Ceci depuis le début du chapitre. Donc, on va noter ce déterminant en regardant les coordonnées
des différents vecteurs dans la base B. Donc, si notre base B ici est E1, E2, E3, ben, le déterminant dans la base B, vous voyez qu'on a mis un petit B en indice ici, de E1 moins E3, 2E2 plus E3, E1 moins E2 moins E3, ben, il suffit de former un déterminant 3, 3 en prenant les coordonnées du premier vecteur dans la base. Ben, E1 moins E3, c'est quoi ces coordonnées dans la base E1, E2, E3 ? Ben, évidemment, 1, 0, moins 1. Le 1, il est devant le E1 ici, le 0, il est devant le E2 qui est absent, et le moins 1, il est devant le E3 qui donne le moins. 2E2 plus E3, quel est le vecteur colonne de ces coordonnées dans la base E1, E2, E3 ? Il n'y a pas E1, donc c'est 0. Il y a 2E2, donc le 2 qui est là, puisque ça c'est le deuxième vecteur, ça va me donner la deuxième colonne. OK, plus E3, donc plus une fois E3. Voilà, donc on calcule ce déterminant. Lui, on calcule comme on veut. On peut développer première colonne, on est en dimension 3, on peut développer Sarus, mais vous avez compris que j'y tiens pas trop, bien entendu. Donc, je rappelle l'interprétation géométrique dans une base orthonormale, c'est exactement la même chose qu'avec les coordonnées tout à l'heure. C'est-à-dire, en dimension 2, le déterminant de deux vecteurs, c'est l'aire du parallélogramme, l'aire algébrique du parallélogramme construit sur ces deux vecteurs. Et en dimension 3, le déterminant de trois vecteurs, c'est le volume algébrique du parallélépipède construit sur ces trois vecteurs. Alors, caractérisation des bases. En fait, une famille U1, U2, UN de n vecteurs de dimension n est une base, si et seulement si, dans n'importe quelle base, son déterminant est nul. En effet, c'est une base si la matrice des coordonnées dans B est non nulle. Si vous avez une base si et seulement si, la matrice de ces coordonnées dans la base d'origine est inversible. En effet, une matrice de passage, c'est simplement une matrice inversible. Et c'est constitué en colonne des coordonnées des vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne. Donc si vous mettez en colonne, vous faites la matrice en colonne des coordonnées des vecteurs du candidat nouvelle base dans l'ancienne, vous regardez le déterminant. Si le déterminant est nul, la matrice n'est pas inversible, donc ce n'est pas une base. Et si le déterminant est non nul, la matrice est inversible, donc c'est bien une matrice de passage. Donc, les nouveaux vecteurs forment bien aussi une base. Alors, le déterminant d'un endomorphisme, voyez, alors attention, une petite chose quand même. Le déterminant d'une famille de vecteurs, il est fortement dépendant de la base dans laquelle on travaille. C'est-à-dire que si vous changez de base, eh bien, ce déterminant de cette famille de vecteurs va changer. OK ? L'interprétation géométrique qu'on a vue n'est valable que dans une base orthonormale directe. Et faites très très attention à ça. A priori, le déterminant d'une famille de vecteurs dépend de la base dans laquelle on travaille. Mais heureusement, il y a un bon Dieu des mathématiques, pour un endomorphisme, ça ne va pas être le cas. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminant d'un endomorphisme dans une base ? Eh bien, c'est le déterminant de la matrice qui est constitué en colonne des images des vecteurs de la base écrits dans la base. Voilà, donc vous avez en colonne, vous avez votre premier vecteur de la base E1, donc vous avez votre endomorphisme phi. Phi de E1, par exemple, c'est E1 plus E2 moins E3. Donc votre première colonne va être 1, 1, moins 1. Voilà, vous êtes en dimension 3. Phi de E1, c'est E1 plus E2 moins E3. Donc la première colonne de la matrice de phi dans la base B, eh bien c'est 1, 1, moins 1, E1 plus E2 moins E3. Ok, ça vous connaissez normalement, ça vient du cours de sup, c'est la matrice d'une application linéaire dans une certaine base. Voilà, donc, alors, excusez-moi, ici on va se limiter non pas à toutes les applications linéaires, mais juste aux endomorphismes. Pourquoi ? Parce qu'on va calculer derrière des déterminants, et que pour les déterminants, il faut des matrices carrées. Et la matrice d'une application linéaire
et carré si les dimensions des deux espaces vectoriels de départ et d'arrivée sont les mêmes. Et donc ici, on va prendre même le même espace avec la même base. On ne va pas s'embêter à faire des choses beaucoup plus compliquées que ça. Donc, si A est la matrice de phi dans la base B et A' la matrice de phi dans la base B', que P est la matrice de passage de B vers B', vous vous souvenez parfaitement de votre cours de sup que A' égale P moins 1 AP. Ok ? P, la matrice de passage de B vers B', est constituée en colonnes des coordonnées des vecteurs de la nouvelle base écrits dans l'ancienne, c'est-à-dire des coordonnées des vecteurs de B' écrits dans B. Voilà. Donc le déterminant de A', si je le calcule, c'est le déterminant de P moins 1 AP. C'est le déterminant de P moins 1 fois le déterminant de... Bon, j'aurais peut-être pu mettre des parenthèses ici, ça aurait été plus clair. C'est le déterminant de P moins 1 fois le déterminant de A fois le déterminant de P, on l'avait dit. Donc c'est 1 sur le déterminant de P fois le déterminant de A fois le déterminant de P égale déterminant de A. On a déjà fait ce calcul précédemment. Donc ça veut dire que le déterminant de A', c'est le déterminant de A. Et ça a un résultat extraordinaire. Ça veut dire que, contrairement à une famille de vecteurs, dont le déterminant dépendait de la base, le déterminant d'un endomorphisme ne dépend pas de la base, puisqu'on a bien vu que le déterminant de A', c'est le déterminant de A. Et donc, le déterminant d'un endomorphisme peut se calculer dans n'importe quelle base. Et il arrivera de nombreux cas où on cherchera la meilleure base pour avoir la matrice d'endomorphisme la plus simple possible, pour calculer son déterminant de la façon la plus rapide possible. Voilà. Et ça, on va le faire un certain nombre de fois, bien entendu. Alors, déterminant de la composée de deux endomorphismes, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Si phi et psi sont deux endomorphismes, le déterminant de psi rond phi, c'est le déterminant de psi fois le déterminant de phi. Dans la base B, on sait que la matrice de B, dans la base B de psi rond phi, c'est le produit des deux matrices, et donc il ne reste plus rien à démontrer. Caractérisation des automorphismes. Qu'est-ce que c'est qu'un automorphisme? Je vous le rappelle, c'est un endomorphisme qui est bijectif, c'est-à-dire qui est inversible. Donc, en fait, on va retrouver la même propriété que pour les matrices, c'est-à-dire que phi est un automorphisme si et seulement si le déterminant de phi est non nul. Et on a un automorphisme si et seulement si ça transforme une base en une autre base, c'est-à-dire si et seulement si sa matrice dans une base est inversible. Et je n'ai pas besoin d'aller calculer sa matrice dans une autre base, d'abord c'est la même, et donc la nullité de la matrice dans une base, une seule, suffit à prouver que l'endomorphisme n'est pas inversible et n'est pas un automorphisme. Et si son déterminant est non nul, dans n'importe quelle base, eh bien, à ce moment-là, ce sera un automorphisme, ce sera un endomorphisme bijectif, un endomorphisme inversible. Voilà, donc ça c'est une propriété qui était quand même assez essentielle et qui justifie, encore une fois, la notion le terme de déterminant. Déterminant de l'endomorphisme réciproque, comme le déterminant de l'identité c'est 1, évidemment que le déterminant de l'identité c'est 1, parce que l'identité dans n'importe quelle base, sa matrice, c'est la matrice qui a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Essayez de la constituer, vous verrez. Et donc, le déterminant de phi fois phi moins 1, c'est le déterminant de la matrice IN, la matrice identité en dimension n, et c'est évidemment 1, tout simplement. Donc, déterminant de phi moins 1, c'est déterminant de phi. Voilà. Donc, c'est tout pour le déterminant et ce deuxième chapitre du cours. Donc, à suivre pour le troisième chapitre. Je vous rappelle que vous devez, si vous voulez en profiter largement,
suivre ces chapitres avec la version papier à côté, avec aussi du brouillon, avec des arrêts sur image dans la vidéo pour faire quelques-uns des calculs qui sont là. Sinon, je vais faire quoi? Je vais vous endormir tranquillement, comme si vous regardiez les Marseillais aux Caraïbes, ou j'en sais rien, mais vous ne retiendrez rien d'utile. Voilà, à bientôt.